bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Damien Thierry. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député fédéral et maire, vous êtes aussi président du conseil communal de Linkebeek, mais enfin, vous êtes surtout membre de la fameuse commission Kazakh-Gate, et donc on va en parler. Mais avant de parler de ça, je voudrais avoir votre avis sur les allocations familiales. Il y a eu un accord plutôt dans la douleur à Bruxelles, mais accord quand même. Ce sera à peu près 150 € pour chaque enfant à partir de 2020. Tous les partis de la majorité bruxelloise semblent contents. Cela coûtera quand même 30 millions d'euros de plus. Alors, quelle est votre réaction? Réaction A, chaque région est enfin maîtresse chez elle. Réaction B, c'est toute l'ineptie de la 6e réforme de l'État. Ou réaction C, tout cela pour ça? Peut-être réaction C, tout cela pour ça. En fait, moi je suis intimement convaincu que s'il y avait bien une compétence qu'il ne fallait pas régionaliser, c'était la problématique des allocations familiales. Parce qu'en définitive, un enfant doit rester un enfant, qu'il soit au nord ou au sud du pays. Et donc j'avais en son temps demandé à M. Courard, qui était en charge de cette problématique au fédéral, si ce serait bien le cas dans le cadre de la distribution de ces compétences. Il m'avait garanti que oui, je dois simplement constater que ce n'est pas le cas. Et c'est évidemment triste pour les enfants, mais pour les familles. Même si au niveau des sommes, finalement, les sommes se rapprochent à peu près. Il n'y aura pas tellement de différence entre les régions. Non, la différence près, c'est que si je comprends bien, cette décision serait effective à partir de 2020. Vous voyez le temps entre la décision de la 6e réforme de l'État et 2020. C'est vrai que ça a pris du temps. Mais autre chose qui a pris du temps, c'est votre commission Kazakh-Gate. Parce que vous avez travaillé pendant 16 mois, vous avez eu 60 réunions, 200 auditions. Vos conclusions ont été adoptées hier en commission, mais majorité contre opposition. Pourquoi vous n'êtes pas parvenu à vous mettre d'accord entre majorité et opposition sur ce rapport de la commission Kazakh-Gate? Donc, en un premier temps, je voudrais dire que les conclusions n'ont pas encore été entièrement adoptées, puisqu'il y aura une commission vendredi dans la matinée qui doit permettre au commissaire de la commission d'enquête de finaliser et de voter sur l'entièreté du rapport. C'est un point essentiel. La deuxième chose, c'est peut-être de dire que dans le chef de certains, on a réellement parlé de ce qu'on appelle le Kazakh-Gate, c'est-à-dire un complot d'un trio kazakh vis-à-vis de l'État belge. Et on est simplement parvenu à démontrer qu'en termes de complot, il n'y en avait pas. Il y a bien eu un certain nombre de dysfonctionnements par rapport à l'élaboration et la mise en application d'une loi pour laquelle un certain nombre de recommandations vont devoir être données. Mais en définitive, là où on avait vraiment parlé de complot, eh bien, on peut dire dès à présent que tout ce qui avait été construit sur base d'une note d'un certain monsieur Desrosiers qui est conseiller à l'Élysée, cette note s'est avérée farfelue et c'est la raison pour laquelle tout ce qu'a essayé de faire à un certain moment l'opposition, c'était construire toute une argumentation, voire même écrire une sorte de roman-fiction sur base d'une note qui était considérée comme farfelue. Donc ce procès n'avait pas lieu d'être. Donc en fait, toute cette affaire kazakh fait pchit, c'est ça que vous nous dites ce midi? Alors, je ne peux pas dire que tout fait pchit parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, on a constaté un certain nombre de dysfonctionnements dans le cadre de la réalisation et de la mise en application d'une loi qui est en fait la loi sur la transaction pénale. On oublie souvent de dire que si on est arrivé à cette loi sur la transaction pénale, c'est parce qu'elle était couplée avec la demande du Parti socialiste de mettre en place une loi sur le secret, la levée du secret bancaire. Et donc, c'est ce couplage politique qui a permis à un certain moment au trio kazakh de profiter d'une situation pour laquelle ils n'étaient pas directement responsables. Mais ils ont bien profité de cette loi sur la transaction pénale que pour se dédouaner, moyennant un montant à payer qui était de l'ordre de 22 millions d'euros, qui quelque part arrangeait bien aussi l'État belge, puisque à ce moment-là, il y avait un dossier qu'on appelait grande fraude fiscale, dossier qui permettait ou qui faisait rechercher là où il y avait des fraudeurs et pour les faire payer dans l'intérêt de l'État. Vous voulez dire qu'ils ont profité d'une faille, comme certains diamantaires anversois en ont profité également avec cette transaction pénale, mais que ce n'est pas eux qui ont comploté pour que cette loi existe. Vous mettez là le doigt sur un élément fondamental, c'est que si la loi sur la transaction pénale a bien été écrite, c'est à l'initiative de la problématique des diamantaires.
Alors les Kazakhs n'ont pu qu'en profiter, tout simplement parce qu'au moment où ils en ont profité, la loi avait déjà été votée, donc il était impossible, et c'était démontré, que cette loi ait été écrite, comme on l'a laissé sous-entendre, par les Kazakhs ou en tout cas leurs avocats. Alors PS, on dit que c'était du temps perdu, ces 16 mois de travaux, et que vos conclusions sont molles, qu'il n'y a rien sur l'ingérence française, rien sur l'ingérence des lobbies. Alors, donc, vous répondez à ça? Alors, l'ingérence française, il n'y a pas eu d'ingérence française. C'est aussi simple que cela. Alors, une ingérence, d'ailleurs, serait tout à fait intolérable. Et s'il y en avait eu, on aurait dû, évidemment, remettre un certain nombre de recommandations. Et vous verrez, au lendemain de la publication de ce rapport, les recommandations d'usage par rapport à cela. Mais donc, ni ingérence... Mais bon, maintenant, est-ce que l'État français a essayé de s'immiscer dans les affaires belges? Simplement, l'État français a délégué des avocats français pour voir comment il y avait moyen de trouver une solution à la problématique du trio kazakh. Et cette solution a été la transaction pénale d'une certaine manière, mais transactions pénales qui n'ont pas pu influencer, puisque cette transaction avait été écrite au départ dans le cadre du lobby diamantaire. Maintenant, vous parlez de lobby. Oui, oui, il y a bien entendu des lobbies qui ont été réalisés, certainement. Je reviens sur l'affaire des diamantaires. Ce à quoi il faudra faire attention dans le futur, c'est entre autres, dans le cadre de la rédaction d'une loi, on fait appel à des experts. Mais il faut être certain que ces experts soient tout à fait indépendants. Or, nous avons constaté dans nos travaux que certains experts qui avaient été mandatés soit par le Sénat, soit par la Chambre, n'étaient pas des experts qui étaient tout à fait indépendants. Et là, il faudra mettre un certain nombre de recommandations en place pour pouvoir éviter ça à l'avenir. Attendez, ça veut dire que ces experts, des professeurs d'université en général, étaient aussi avocats et qu'ils défendaient des clients, des diamantaires par exemple. Donc c'est exactement cela. On a eu entre autres un expert, voire deux experts, qui sont professeurs d'université, et c'est à ce titre-là qu'on leur demande de venir nous donner un coup de main. Mais alors, à côté de ça, on a constaté qu'ils étaient également avocats et avocats de la partie adverse, c'est-à-dire qui travaillaient dans l'intérêt des diamantaires. Donc là, il y a manifestement un gros souci. Et moi, j'ai d'ailleurs fait la recommandation que pour ce type d'experts, ou en fait pour tout type d'experts, il faut que lorsqu'ils se présentent à la Chambre ou au Sénat en ce titre, ils puissent faire une déclaration d'absence de conflit d'intérêts. Alors, ce rapport, donc, vous l'avez dit, on ne l'a pas encore vu. Enfin, vous l'avez vu, mais pas nous. On a aussi beaucoup mis le MR en cause. Kubla, De Decker, Renders. Et là, tout ça, maintenant, vous êtes arrivés à les blanchir complètement tous les trois. Mais non, encore une fois, je ne veux pas tout dévoiler, comme l'ont fait certains. Moi, je ne veux pas donner d'informations qui ont été données à huis clos. Je dis simplement qu'on est, à un certain moment, une expression qui avait été très forte était de dire on retrouve le MR à tous les étages. Oui. Eh bien, donc, je peux simplement aujourd'hui confirmer qu'on retrouvera dans les conclusions de notre travail le fait ou l'idée que le MR n'était présent à pratiquement aucun des étages. Et donc restera la problématique de M. De Decker, MR également, mais là pour l'instant il y a une procédure judiciaire en cours et on verra ce que cette procédure ou les conclusions de cette procédure, et sur base de ça, j'imagine, les conclusions seront tirées. Alors, autre critique écolo qui dit toutes les recommandations innovantes ont été gommées. Ça veut dire qu'il y a des bonnes recommandations de l'opposition que vous avez refusées? Mais je dirais volontiers à Écolo, qui par ailleurs n'a cessé de charger la barque, au demeurant, que ce soit pour les recommandations, mais aussi pour les appréciations, je dirais qu'à partir du moment où on construit un roman fiction sur base d'informations de M. Desrosiers, comme je l'ai dit, qui sont farfelues et qui ont été prouvées comme telles, c'est évidemment un peu surréaliste d'aller donner des recommandations par rapport à un problème qui n'a pas été étudié en profondeur, ou en tout cas qui ne s'est pas avéré exact partout. Donc je comprends très bien la volonté d'Écolo, d'un côté, de travailler sur le dossier kazakh en essayant de charger le MR, cette bonne guerre d'un point de vue politique. J'ai constaté aussi le SPA qui voulait absolument charger les diamantaires, mais jusque-là, on n'est pas parvenu à prouver qu'il y avait un réel lien de cause à effet. Donc c'est trop facile de dire on fait des recommandations, mais le MR n'en veut pas. Je constate simplement qu'il y avait des recommandations qui n'avaient absolument aucune raison d'être. Je vous donne un exemple. Dans une des recommandations, on signale qu'un avocat ne pourrait plus siéger en commission justice. On signale qu'un médecin ne pourrait plus siéger en commission santé parce qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Mais où va-t-on? Nous n'aurons plus jamais de députés dans ce cas-là.
Alors parlons du RER maintenant, hein, ça vous concerne aussi. Les travaux redémarrent enfin. Il y a eu un lancement en grande pompe hier à Oulart avec beaucoup de ministres et maires du fédéral. Mais reste encore des inconnus, dont la ligne qui vous concerne à Linkebeek, la ligne 124 qui relie Bruxelles à Nivelles. Le milliard n'a toujours pas été officiellement bloqué, le milliard de refinancement, et il y a encore des blocages administratifs. Quand est-ce que cette ligne 124 va enfin pouvoir fonctionner ? Je dirais le plus rapidement possible, parce que je pense que tout le monde l'attend, mais je veux quand même peut-être signaler que la mise en place du RER à 4 voies reste évidemment toujours d'actualité. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des moyens financiers pour pouvoir y arriver. Mais ce qui est important, c'est que déjà à l'heure actuelle, il y a sur cette ligne 124 4 trains par heure, 2 qui vont sur la jonction Nord-Midi, 2 qui vont sur Schuman et puis Zaventem Airport. Moi, je pense que c'est une avancée énorme et je pense que, ne fût-ce que dans ce cadre-là, le ministre Bello a déjà mis en place ce qu'il avait dit qu'il ferait. Alors maintenant, le milliard qui doit être officiellement débloqué, il a fait l'objet d'une analyse de la Cour des comptes qui a donné un aval. C'est vrai que ça a pris du temps, mais au moins, le ministre Bello s'était engagé à fournir ce milliard pour continuer les travaux. Alors peu importe si on peut y avoir accès dans 6 mois ou dans 8 mois, ce qui est important, c'est qu'il va être disponible et que les travaux vont recommencer. Et que les travaux ont commencé en tout cas sur la ligne qui passe à Oulart. Dans votre cas, oui. Est-ce qu'il y a encore des choses qui bloquent à part l'aspect financier? Est-ce qu'il y a encore des problèmes, des riverains mécontents ou des problèmes administratifs? Alors, du point de vue des riverains, de toute manière, je pense qu'on ne parviendra malheureusement pas à satisfaire tout le monde. D'un point de vue administratif, il y a encore ce qu'on appelait en son temps le plan particulier d'aménagement qui doit être délivré officiellement par la région flamande. Mais nous avons bon espoir cette fois-ci que, étant donné qu'il y a eu enfin une discussion, que ce soit entre Infrabel, la région flamande et les autorités communales, que nous arrivions à un consensus dans l'intérêt des navetteurs. Et je rappelle simplement que lorsqu'on s'intéresse à la problématique du RER et lorsqu'on utilise le train, on se rend compte que c'est un moyen de transport qui est magnifique et qui est efficace. Il faudra toujours régler la problématique de temps en temps présente des retards. Mais si on s'intéresse au transport en commun en région bruxelloise, l'avenir se trouve là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas venu en train à Molenbeek? Alors, je suis venu en train jusqu'au Parlement et puis j'ai pris le métro du Parlement jusqu'au Molenbeek ici. Et je peux vous assurer que, alors que je ne le faisais pas encore l'année dernière, si on s'intéresse au transport en commun bruxellois, tout le monde sera gagnant, y compris par rapport à la qualité de l'air et à la pollution, bien entendu. Merci Damien Théry. Demain, Stéphanie Meyer recevra Francis Delperrey. On reparlera de la fameuse commission Kazakh Gate. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.